Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui on parle de la première année de prépa, une des voies post-bac qui attise autant l'appréhension que l'envie. Alors, je vous propose qu'on commence par une petite statistique, rien que pour se mettre en jambes. Chaque année, en prépa, en CPGE, donc pour classe préparatoire aux grandes écoles, c'est à peu près 87 000 étudiants qui sont accueillis chaque année. Et, alors, petit fun fact, mais les prépas, ça n'existe qu'en France. En effet, c'est une particularité du système éducatif français, qui sont essentiellement nationalement connus pour intégrer des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Malheureusement, elles ne sont pas connues à l'international. C'est une spécificité de l'éducation nationale française. Alors, au programme du podcast, on verra d'abord les origines, un peu l'histoire des prépas, puis on expliquera ce que sont les prépas. En troisième partie, on abordera du quotidien, la daily routine et l'arrivée dans ce nouveau monde qu'est la prépa. Et enfin, on abordera quelques chiffres sur la première année de prépa qui peuvent être intéressants pour mettre en relief cette première année. On expliquera pourquoi, les raisons qui poussent à dire pourquoi la prépa souffre d'une mauvaise réputation. Et enfin, je donnerai quelques conseils pour mieux aborder cette première année de prépa, et on verra en dernier la foire à questions, la FAQ des auditeurs. Alors, parlons un peu histoire. Alors, si on revient aux temps anciens, donc à l'époque, à l'ancienne comme on dit, les classes préparatoires aux grandes écoles, donc aussi appelées CPGE, donc ont une histoire qui est assez riche et qui remonte à la fin du XVIIe siècle. Alors, je vous donne un petit aperçu de leur évolution. Donc elles débutent au XVIIe siècle, comme on l'a dit juste avant, mais plus précisément en 1692, où elles ont un statut essentiellement militaire, et l'objectif des prépas à l'époque, c'était de sélectionner les meilleurs éléments pour l'armée française, indépendamment de leur statut nobiliaire. Donc, on faisait pas forcément de classification en fonction du statut social. Ensuite, la Révolution française marque un tournant important, un tournant majeur pour les prépas, car les CPGE sont plus tournés vers l'ingénierie. Et on passe un peu plus des années, on passe des siècles plus tard, on arrive au 19e siècle, où elle se développe grandement sous l'influence de Napoléon, encore lui, donc, qui revient toujours dans le système éducatif français. Je vous renvoie à l'épisode sur le bac général. Et Napoléon décide de créer, donc, les lycées pour former ce qu'on appellera plus tard, et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui, l'élite de la nation. Et ce sont sous ses ordres, ou sous ses mesures, sous ses préconisations, que des classes de mathématiques spéciales sont instaurées pour préparer au concours. Toujours au 19e siècle, c'est plus précisément en 1886 qu'apparaissent les classes préparatoires commerciales, créées par la Chambre des commerces de Paris pour préparer notamment à HEC. Et 4 années plus tard, en 1890, que naissent les classes préparatoires littéraires, aussi appelées Cagnes, au lycée Louis-le-Grand et Henri IV, toujours à Paris. Donc on remarque que Paris est quand même le centre du monde, le centre névralgique du système éducatif français, de l'éducation nationale, ce qu'on appellera plus tard. Donc, et que toutes les innovations, que ce soit au niveau académique, s'accomplissent d'abord à Paris, délocalisées, décentralisées dans les autres régions de France. Alors, c'est quoi exactement la première année de prépa ? La première année de prépa, en fait, c'est une année qui se déroule principalement, même quasi exclusivement dans les lycées français, et elle est destinée aux bacheliers, aux ex-bacheliers, donc c'est une formation post-bac, et elle permet de préparer les concours d'entrée aux grandes écoles, donc les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, ou d'autres grandes écoles françaises. Alors on dit souvent que la première année de prépa n'a pas forcément d'enjeu. J'aurais pas tendance à dire ça. La première année de prépa, elle est assez cruciale car elle permet de valider 60 crédits ECTS et prépare les étudiants, donc les top 1, les préparationnaires, vous les appelez comme vous voulez, à la deuxième année qui elle est beaucoup plus importante car c'est à ce moment-là qu'on vise les concours. Alors commençons par un petit nombre. En France, c'est 400 lycées qui proposent des classes préparatoires aux grandes écoles. Et parmi ces établissements, une grande majorité sont des lycées publics, donc on a quand même la chance en France d'avoir un enseignement de qualité dans des lycées publics, donc qui dit lycée public dit école publique, il dit pour la plupart du temps gratuité des cours, gratuité de cette formation. Et 58 sont des établissements privés, donc on en connaît certains comme Ginette et Stanislas, qui a défrayé la chronique dernièrement. Et donc ces 400 lycées donc sont répartis en 58 pour les établissements privés et tout le reste en lycée public. Ces lycées, ils accueillent environ près de 869 exactement, classes de seconde année de prépa, réparties dans les différentes filières, donc scientifiques, littéraires et économiques. Donc c'est les filières principales
qu'on peut observer notamment en prépa. Abordons un peu plus les filières et quelles filières sont présentes au sein des CPGE. Alors la classe préparatoire, comme je l'ai dit, elle se décline en plusieurs filières, selon des domaines d'études assez précis, mais quand même assez, on va dire, vastes en eux-mêmes. Je vous donne une petite liste des principales filières de première année de prépa. La première filière, c'est les prépas littéraires, donc Hippocagne, ou aussi appelé HK, qui prépare aux écoles normales supérieures et à d'autres écoles littéraires. Ensuite, on a les prépas scientifiques, donc qui regroupent les filières MPSI, plus liées maths physique, PCSI plus orienté physique-chimie, PTSI physique et technologie, MP2I plus maths et ingénierie informatique, BCPST qui est plus tourné vers la biologie et la chimie, et TSI plus orienté technologie et sciences industrielles. Donc à savoir que toutes les prépas scientifiques, on va dire, préparent, c'est le mot, préparent, aux grandes écoles d'ingénieurs. Ensuite on a les prépas économiques et commerciales, donc ECE, ECS, ECT. Alors je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est, mais ce sont essentiellement des prépas avec des cours d'économie, de marketing, de commerce, d'histoire politique, et elles visent notamment les grandes écoles de commerce, HEC, ESSEC, ESCP, école de management EM, type EM. Et alors j'ai découvert qu'il y avait un autre type de prépa, donc les CPES, C2AP, donc c'est les classes préparatoires aux études supérieures en arts plastiques, car en vrai, c'est quand même vrai, on a quand même la France est connue quand même pour être une nation portée sur les arts, donc que ce soit les arts littéraires ou d'autres arts, même aussi les arts plastiques notamment. Et c'est vrai que avoir une prépa qui façonne les étudiants à ce futur, à cette filière, ça reste quand même important dans un lieu où les beaux-arts, dans une nation où les beaux-arts sont quand même fortement reconnus. Alors maintenant qu'on a parlé un peu plus du côté étudiant, parlons un peu plus du côté professeur. Alors qui sont les professeurs qui vont assurer les cours de cette première année? Alors, premièrement, les professeurs qui vont vous faire les cours sont notamment des profs agrégés pour la plupart, ou souvent docteurs ou d'anciens élèves de l'ENS, donc à savoir l'ENS c'est l'école normale supérieure, donc c'est une des écoles les plus prestigieuses en France, et c'est aussi une école notamment portée sur la recherche, l'enseignement et la recherche. Deuxièmement, on a les professeurs de chaires supérieures. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme des professeurs avec un bon pédigré, qui ont de très grandes connaissances, et une qualité d'enseignement quand même assez élevée. Et en dernier, ce sont les colleurs, donc c'est plus des profs qu'on va voir épisodiquement, de manière très succincte, on va dire ça comme ça, car en fait ils vont intervenir principalement lors des interrogations orales, donc ce qu'on appelle les cols, c'est des examens oraux, et ces colleurs-là, généralement ce sont des professeurs de prépa ou du secondaire. Alors parlons un peu plus infrastructure. Comme la première année de prépa se déroule dans les lycées, on va reconnaître certaines infrastructures typiques, que ce soit les classes, la cantine et tutti quanti, mais il y a quand même de légères différences par rapport au lycée. La première, donc, c'est des salles de classe pour les cours magistraux. Alors, personnellement, quand j'étais en prépa au lycée Masséna, donc on avait des grandes salles, des types amphi pour une quarantaine d'élèves. Alors, c'est vrai, je l'ai peut-être pas précisé, le nombre d'élèves en prépa, en première année de prépa, il peut varier dépendant de la région où on se situe, de la prépa qu'on choisit, de sa renommée, de son classement, mais en général, ça tourne entre 30 et ça peut aller jusqu'à 50, 55 élèves. Donc ça dépend du prestige de la prépa, de l'endroit où on se trouve et de quel concours on vise. Donc pour revenir aux infrastructures, donc on a les salles de cours magistraux. Donc ça peut être des classes de lycée, on va dire tout ce qu'on a de plus typique, de plus conventionnel. On a les amphis. Ensuite, deuxième infrastructure, les laboratoires pour les TP de physique, de chimie et d'informatique. Alors les laboratoires d'informatique, je vous cache rien, en fait c'est des ordi, des claviers, des souris, juste de quoi faire du code et de quoi s'entraîner un petit peu à manier quelques outils informatiques, quelques langages informatiques et faire ces TP en toute tranquillité. Alors que les TP de physique et de chimie, c'est vraiment des labos où on aura tout ce qu'il faut pour réaliser les TP, et à savoir que la plupart du temps, les TP, alors pas forcément ceux qu'on a en première année, mais plus ceux qu'on a en deuxième année, c'est des TP qu'on aura au concours. Donc les TP qu'on fait tout au long de l'année en deuxième année, c'est des TP qu'on reverra au concours, mais en première année, c'est juste pour nous apprendre à manier les outils, à comprendre comment ça fonctionne, et aussi à mettre un petit peu de pratique là où on a beaucoup de théorie. Troisièmement, on a les salles d'informatique, ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, on a le CDI
la bibliothèque, donc le fameux CDI pour rester à l'abri de la pluie, ou bien pour trouver des livres, ou bien rechercher des exercices quand on est en première année de prépa. Personnellement, moi, ça m'a servi essentiellement pour être à l'abri de la pluie et être au chaud, pour avoir une salle où travailler tranquillement. On va en revenir un peu plus tard, mais le travail, c'est quand même une composante essentielle de la première année de prépa. Et enfin, on a les installations sportives pour le PS. Alors, j'ai pas abordé de l'importance du sport ou l'importance de l'activité physique lors de ces études, ça sera peut-être l'objet d'un futur podcast, mais à savoir que vous pouvez retrouver, vous avez des cours de sport, des cours de PS en première année de prépa, c'est pas caché, c'est un secret pour personne. Mais, alors j'ai entendu dire, c'est des bruits de couloir, c'est des légendes, que dans certaines prépas parisiennes, donc en région parisienne, pas forcément à Paris, mais en région parisienne, que les cours de sport étaient obligatoires. Alors, vous allez vous étonner, vous dire, mais pourquoi les cours de sport, ils sont obligatoires? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un complot, il y a une affaire qui se cache, il y a un loup qui se cache, c'est quoi ce bazar? Non, en fait, c'est vrai que quand on arrive en prépa, dans quelques filières, alors je ne parle que pour la filière scientifique, celle que j'ai faite, il y a certaines matières où on doit fournir du travail, nécessairement, et on peut pas s'empêcher, limite on peut pas s'empêcher de travailler cette matière, car on veut être le meilleur, car les coefficients de ces épreuves sont si hauts que perdre un point, ça nous fait perdre des places pour les concours, et qu'on est prêt à tout pour gagner du temps, notamment réviser pendant les cours d'anglais, réviser pendant d'autres cours qui ne sont pas des sciences, ou voilà, sauter le PS. Et j'ai entendu dire que dans certaines prépas parisiennes, en région parisienne, les profs obligeaient les élèves à suivre les cours de PS. Alors, à savoir qu'on n'a pas tout le temps EPS, ça dépend du cycle qu'on choisit, mais obligé à suivre le cours de PS sous peine d'une sanction, sous peine de rater un cours de maths ou d'une sanction. Car voilà, pour certaines épreuves, pour certaines écoles, il y a une épreuve de PS qui est obligatoire pour y accéder, ou laquelle on est noté. Mais ça reste quand même important de réaliser une petite activité physique au cours de son année. Alors c'est quoi le quotidien d'un étudiant, d'une étudiante en prépa, et comment se passe son arrivée dans ce nouveau monde? C'est vrai que quand on arrive en prépa, les ex-lycéens, ils ont la plupart du temps... Alors c'est vrai que quand on arrive en prépa, les lycéens doivent faire face à un choc et à des changements radicaux comparés à ce qu'ils ont connu au lycée. Alors je vais vous faire un top 10 des différences entre la première année de prépa et le lycée, parce que on dirait pas, mais il y en a beaucoup plus que ce qui pourrait paraître. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Je dirais même qu'il y a beaucoup plus de différences entre le lycée et la première année de prépa. On a beaucoup plus d'autonomie, les enjeux sont beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, et on va dire on n'a pas la même mentalité, et surtout l'interaction varie que ce soit entre les élèves ou entre les professeurs, que entre le collège et le lycée. Plus ou moins entre le collège et le lycée, ça varie linéairement. Quand on arrive en prépa, comme si on se prenait un échelon, un Dirac pleine face. Alors, première raison, le rythme de travail qui est beaucoup plus intense. C'est vrai que quand on arrive au lycée, on se dit bon, le travail il n'est pas forcément obligatoire, il peut être facultatif, le travail personnel. Au lycée, on a les cours, on peut choisir dans quel cours on s'implique, dans quel cours on s'applique un peu moins. Il n'y a pas forcément, d'enjeu, mis à part le baccalauréat. Mais lorsqu'on arrive en prépa, c'est environ 30 heures de cours par semaine, et à peu près 3 heures, entre 2 et 3 heures de travail personnel quotidien supplémentaire en prépa. Et alors là, c'est un peu le point de bascule, mais c'est vrai que le travail personnel, il est obligatoire, voire même systématique. Alors je dirais même qu'il fait partie du système de prépa, car sans travail personnel, on va avoir du mal à rattraper le wagon. Pour vous donner une statistique, c'est à peu près un chapitre toutes les semaines ou tous les 10 jours par matière. Par matière. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que je viens de dire? C'est un chapitre tous les 10 jours, toutes les 2 semaines par matière. Sur une année complète. Et voilà, je parle essentiellement des matières majeures, donc que ce soit les prépas littéraires, philosophie et histoire géo, si je dis pas de bêtises. En économique et sociale, et en marketing ou commerce international pour les ECS, si je dis pas trop, et en maths, physique, chimie pour les filières scientifiques. Donc c'est vrai que ce rythme de travail il est assez intense, il est soutenu, et il faut
très vite prendre le wagon, très vite se mettre en marche et très vite comprendre, intégrer que ce système fait partie de la prépa et qu'il nous demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'investissement de notre part. Deuxième différence, les évaluations qui sont beaucoup plus fréquentes. C'est vrai qu'au lycée, ça dépend des semaines, des fois on a des contrôles, des fois on n'a pas de contrôle, des fois on en a 4 dans la semaine, des fois on en a 0. En prépa, c'est un contrôle par semaine. Donc c'est toutes les semaines, il y a un contrôle, un devoir surveillé, ce qu'on appelle DS. C'est 4 heures. 4 heures dans la semaine qui sont dédiées par matière, donc ça va tourner en fonction des matières. Donc chaque semaine ça peut être le français, puis les maths, puis la chimie, puis l'histoire, dépendant de quelle matière, de quelle prépa, de quelle filière vous suivez. Et ça peut être extrait d'anciens sujets de concours, donc pour préparer au mieux psychologiquement, et à savoir comment composer lors des concours, comment s'adapter, comment se préparer, et comment au plus se rapprocher des conditions réelles du concours. Et à ça, on ajoute aussi les examens oraux, ce qu'on appelle les cols. Alors il y aura sûrement un épisode dédié à ça, à ce que sont les cols, ou peut-être je l'expliquerai aussi dans un format un peu plus court. Mais 2 à 3 heures de cols par semaine en prépa. Donc on est à peu près à 7 heures, entre 6 et 7 heures d'évaluation, rien qu'en prépa par semaine. Et ça dépend des matières d'école, donc du coloscope, c'est ce qu'on appelle comme ça, le coloscope. Ce sera le calendrier qui vous donne l'enchaînement, le type de colle ou la matière dans laquelle vous avez colle, et le devoir suivi, vous aurez directement un planning qui vous donnera quelle matière et le programme. Troisième point, les objectifs qui sont différents. Au lycée, l'objectif principal c'est d'obtenir son bac, et plus spécifiquement, ou dépendant des personnes, ou du cursus qu'on veut suivre, d'avoir une mention, une certaine note. En prépa, l'objectif c'est beaucoup plus de réussir un concours, et surtout, en première année, d'accéder à la deuxième année, donc ce qu'on appelle la SP. C'est vrai que la première année de prépa on l'appelle la sup, la deuxième année on l'appelle la SP pour certains, et voire d'intégrer une classe étoilée. Alors c'est quoi une classe étoilée? Une classe étoilée, on va dire que c'est une classe de deuxième année de prépa, donc une classe de SP, où on réunit tous les meilleurs élèves, les meilleurs éléments pour former cette classe, car les professeurs qui enseignent sont beaucoup plus exigeants, se préparent mieux à certains concours, et aussi le niveau de travail est beaucoup plus élevé. Si on devait un petit peu donner une métaphore, le lycée, c'est, on va dire, le développement d'une Clio 2 en termes de travail. La prépa, c'est la Clio, on va dire, légèrement au-dessus, peut-être la Clio 3, la 4. La classe de SP, c'est, on passe sur une autre gamme, c'est la Mercedes, quoi. Donc c'est totalement, on va dire, hors norme, hors limite, extraordinaire, dans le sens, premier sens du terme. Extraordinaire, ça sort de l'ordinaire, c'est irréel, comme le niveau de travail demandé est bien plus haut, mais aussi les professeurs sont bien plus exigeants, mais aussi préparent beaucoup mieux. Pour revenir au niveau d'exigence, on aborde tout de suite le 4e point, qui est qu'en prépa, en première année de prépa, le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé. C'est vrai que en arrivant, on n'a pas forcément conscience, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, on a une recherche constante de l'excellence et d'amélioration en prépa. Alors, la recherche constante d'excellence, elle est faite par les profs, mais sa recherche d'amélioration, elle est faite, ou elle est, induite par notre propre volonté. Pour 2 choses. Premièrement, donc la recherche constante d'excellence par les profs, voire même par l'établissement, elle est cruciale pour les établissements car les prépas sont classés selon un classement national. Donc avoir un meilleur classement dit avoir de meilleurs élèves, qui dit avoir de meilleurs élèves dit avoir un meilleur investissement de la part des élèves, et qui dit avoir un meilleur investissement de la part des élèves dit la plupart du temps de meilleures intégrations, et donc un meilleur classement. Donc c'est une sorte de cercle vertueux, plus ou moins. Et cette quête d'amélioration prépa vient plus de la part des élèves, car on va dire que en voyant tout le monde un petit peu réussir à atteindre de grandes écoles, ça donne de l'espoir, ça donne une sorte de chemin à suivre, de but, de quête, on va appeler ça comme ça, une quête. Et même le fait qu'il y ait des classements de prépa, ça joue sur le choix de l'élève, sur le choix des élèves à choisir une certaine prépa, telle ou telle autre prépa.
Et voilà, cette amélioration constante, cet effet, cet esprit shonen, on va l'appeler comme ça, cet esprit shonen de la part des élèves, a même pour but, voilà, d'intégrer la meilleure école possible, et même d'atteindre cette classe étoilée en deuxième année. Cinquième différence, une spécialisation qui est beaucoup plus précoce. En arrivant en prépa, le cursus il est beaucoup plus spécialisé, mais il reste quand même très théorique. On a quand même 30 heures de cours, on va dire 24 heures sans compter les TP, à peu près, aux alentours de 24 heures. Mais aussi en première année de prépa, on a des choix d'options qui vont être déterminantes dès le deuxième semestre. Personnellement, quand je suis arrivé en prépa, je suis arrivé en PCSI. On avait, à la fin du premier semestre, on devait faire un choix entre choisir la chimie ou choisir les sciences de l'ingénieur. Alors j'ai choisi chimie, alors c'était quand même assez compliqué de faire le choix, mais on devait faire un choix qui allait nous orienter pour la deuxième année, mais aussi pour le deuxième semestre de la première année. Parce que deuxième semestre, dès lors qu'on a donné l'une des options qu'on faisait auparavant, qu'on faisait lors du premier semestre, on ne la faisait plus lors du second semestre, on se concentrait beaucoup plus sur la seule option qu'on avait choisie. Donc pour moi, je faisais physique, chimie et SI, donc les deux options à choisir en fin de premier semestre c'était entre chimie et SI. Et en fin de premier semestre, j'ai choisi chimie, alors le choix était quand même compliqué, mais à savoir donc que lors du second semestre, je n'ai fait que la chimie. La SI, j'ai totalement abandonné ça, j'en ai plus jamais refait avant d'arriver en école d'ingénieur. Donc c'était complètement autre chose. Et le fait de choisir chimie me poussait, m'orientait forcément en deuxième année à être mis dans les classes PC ou PC étoile, donc comme ce que j'avais dit auparavant, les classes étoilées qui forment généralement aux meilleures écoles où on y met les meilleurs élèves. Donc ce choix d'options et ce cursus spécialisé, il est quand même à prendre en compte, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors, sixième différence, ce sont les méthodes de travail qui sont beaucoup plus poussées. Au lycée, les méthodes de travail, on va pas se cacher, elles étaient plus tournées vers l'optimisation, donc comment maximiser sa note pour le minimum de travail, ou avoir fait le minimum syndical pour avoir le maximum de sorties, le maximum de résultats. En prépa, c'est pas le cas. En prépa, on va essayer de développer ses propres techniques, ses propres stratégies, pour réussir au mieux, pour réviser plus vite, gagner du temps. Donc, on essaye de gagner du temps, de quand même mettre autant de travail, mais de gagner du temps et d'avoir le meilleur résultat, c'est pas de l'optimisation, mais c'est plus de l'efficacité. Donc, on gère mieux son temps, on gère mieux ses ressources pour avoir le maximum de résultats. Septième point, la structure de cours qui est bien différente. Donc, au lycée, on a les cours, les TP et les autres, on va dire les à côté. En prépa, donc on a les 20 heures de cours magistraux, 20-24 heures de cours magistraux, plus les 10 heures de TD. Donc TD pour travaux dirigés, donc c'est des séances où on fait des exercices. On ajoute aussi les TP, et ce que j'ai dit auparavant, donc l'école et les DS. Donc ce qui fait quand même un planning relativement chargé, donc on n'est pas très loin des 50 heures, mais on abordera ça un peu plus tard. Huitième point, l'environnement qui est beaucoup plus compétitif. En arrivant en prépa, en première année de prépa, l'objectif des élèves, donc, c'est d'atteindre la deuxième année, comme je l'ai dit, d'atteindre potentiellement une classe étoilée s'il y en a une. Et on a forcément cette comparaison qui est faite naturellement entre les élèves, on se compare naturellement aux autres élèves, que ce soit via les notes, via leur lycée de provenance, via leur moyenne de bac, via leur mention, donc il y a plein de moyens, plein de métriques de comparaison. Et à savoir que voilà, en prépa, c'est généralement des classes où on demande un gros niveau dans les matières qui sont étudiées, même de manière générale, les élèves sont assez bons partout, et on a donc forcément cette tendance à la comparaison, et on a, en première année, je dirais plus que c'est une compétition entre les camarades de notre classe pour atteindre la deuxième année, pour atteindre la classe étoilée potentiellement, alors qu'en deuxième année de prépa, c'est plus nous, étudiants, enfin les étudiants de la même classe, contre les autres prépas de tout le territoire national. Donc, pour la fait courte, j'aurais dit plus que la première année de prépa, c'est plus, c'est pas du chacun pour soi, mais on a une tendance à la compétition entre élèves, une légère tendance à la compétition entre élèves. En deuxième année, c'est une compétition entre les prépas. Neuvième point,
Alors la pression psychologique qui est accrue. En prépa, on demande quand même aux élèves d'avoir une capacité à gérer le stress, de gérer la pression du cadre lié à la prépa, au concours, d'appréhender au mieux les concours, de savoir garder son calme, avoir la tête froide, garder la tête froide, le sang-froid en toute occasion, car on va dire qu'on passe quand même des très bons moments, comme des très mauvais, c'est la vie, c'est une période de notre vie, la prépa, mais c'est vrai que ce qu'on nous demande en le peu de temps est quand même assez colossal, mais c'est ça qui est beau en prépa, c'est de relever ce défi, et de se dire, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à surmonter ça, je peux surmonter des choses bien plus dures, je peux surmonter des choses qui me paraissaient auparavant beaucoup plus compliquées et maintenant qui sont beaucoup plus faciles. Et on s'entraîne, on apprend sur nous-mêmes, donc on a aussi cette forme d'introspection qui est faite en prépa. D'où cette pression psychologique qui est assez, on va dire, soutenue, mais qui ne fait qu'augmenter avec les semaines et avec les années de prépa, les 2 années de prépa. Mais à savoir quand même qu'on peut aider, on n'est pas forcément seul, tout le monde est dans le même bateau. À savoir que pour faire une autre image, la prépa c'est une galère, donc une galère dans le sens le bateau, et nous on est les galériens, on est tous ensemble dans le même schmilblick, on est tous ensemble dans le même bazar, et on doit se dépatouiller tous ensemble pour atteindre le but. Donc le voisin n'est pas forcément dans un meilleur état mental que nous. Peut-être que c'est pire, peut-être que c'est le même, peut-être que c'est un peu mieux, mais il y a forcément du stress, il y a forcément de la pression qui est là-dedans. Et le rôle des étudiants, votre rôle, ça va être de trouver les ingrédients magiques, la routine, ou les activités qui vont vous permettre de relâcher le stress, de se calmer et de voir et de prendre du recul sur ce que vous vivez. 10e et dernier point, c'est le programme qui est beaucoup plus approfondi. Alors comme je l'ai dit, la prépa c'est assez théorique, les notions sont beaucoup plus poussées, théoriques, les exercices sont beaucoup plus complexes, et les sujets sont interconnectés entre matières. Petit point personnel, en physique et en maths, j'avais des points qui se reliaient, même en sciences de l'ingénieur, et en chimie, donc il y avait des opérateurs, des notions qu'on utilisait de l'un qui passaient à l'autre, et vice versa. Alors qui dit programme plus approfondi nous dit des profs qui sont beaucoup plus, sachants, qui connaissent beaucoup plus sur leur sujet, qui investissent plus de temps, plus de passion. Alors je ne dis pas que les profs de lycée ont moins de passion, mais comme les profs sont dédiés à notre classe, alors à savoir que les professeurs en prépa, le prof de maths d'une classe de prépa n'enseignera qu'à cette classe de prépa les maths. Alors il pourra peut-être enseigner au lycée et faire des cols, mais à d'autres classes de prépa, non. La plupart du temps, il n'a que cette classe de prépa, car ça reste quand même un bloc majeur dans la prépa choisie, et donc il n'enseignera qu'à cette classes. Donc on va dire que pour les matières majeures, les profs sont dédiés à leur classe. Et c'est ça qui est vraiment un des aspects que je trouve les plus sympas en prépa, c'est que les profs c'est toujours eux, c'est toujours les mêmes, ils vont apprendre à nous connaître vu qu'on les verra toujours, voire plus que nos parents, ils vont savoir comment on réagit à tel ou tel obstacle, comment on peut le surmonter, ils vont nous donner plein d'astuces, ils vont venir nous voir, ce sera vraiment nos darons, quoi, c'est limite pas des membres de notre famille, mais comme je vous l'ai dit, on les voit plus que nos parents, et ils nous voient dans des moments qui sont pas toujours simples, et qu'on préfère cacher, alors que eux les voient. Même ils sont là avec nous, car vraiment c'est une sorte d'objectif personnel de voir ses étudiants réussir. C'est une sorte d'objectif, n'importe quel professeur vous dira qu'il a envie que ses élèves réussissent le mieux, et atteignent les meilleures écoles. Donc c'est ça que je trouve bien en prépa, c'est que même si le programme est très poussé, approfondi et complexe, les professeurs sont tout aussi bienveillants, dédiés et investis. Il y a, en tout cas pour la plupart, pour ceux que j'ai connus. Vous pouvez en tout cas compter sur eux pour vous aider à vous pousser, vous tirer vers le haut. Maintenant, on passe au quotidien en classe préparatoire, qui est, comme je l'ai dit, intense et exigeant. Je donne un petit aperçu chiffré de ce à quoi les étudiants peuvent s'attendre. Donc, dans le planning, qu'est-ce qu'on a? Dans l'agenda, on a les heures de cours, donc en moyenne 32 heures de cours par semaine, on compte les cours magistraux et les TD, l'école, donc 2 à 3 séances hebdomadaires, donc ça rajoute
2 heures à 3 heures dans la semaine, sachant que les journées de cours finissent aux alentours de 17, 18 heures, donc au plus tard vous finirez à 19, 20 heures. Puis on a les devoirs surveillés, donc un par semaine, et généralement c'est 4 heures avec dans ce sujet de concours. Et le jour, donc c'est une demi-journée, donc ça peut être n'importe quel jour. En première année de prépa, le jour de DS était le lundi matin, 8h midi, donc je peux vous assurer que tout le week-end, je passais à me morfondre, à stresser, à espérer de pas me faire déchirer le lundi matin, parce que je peux vous dire que commencer le lundi matin avec un DS, et le pire c'est si on n'a pas réussi le DS, et qu'on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi, toute la semaine, elle va être nulle. Et sachant qu'on avait les cols, et que le programme de colle porte la plupart du temps sur le programme du DS, si on passe, si on a un contrôle de maths et que notre colle de maths porte sur le même programme, sur le programme du DS, je peux vous assurer que la colle de maths, elle va se passer mal. Mais alors, ça ce jour-là, ça peut être le lundi, ça peut être le mardi, ça peut même être le samedi matin. Et oui, le week-end, on peut avoir DS le samedi matin. J'avais ça en deuxième année de prépa, donc samedi matin, 8h midi, DS. Donc je peux vous dire que quand vous vous réveillez le matin, le samedi, que tout le monde est endormi chez vous, vous devez prendre les transports, soit le bus, le métro, je ne sais quoi, pour arriver le samedi matin 8h devant une salle d'examen pour faire un DS, eh ben votre week-end, déjà il commence pas de la meilleure des façons, et en plus que voilà, ça vous mange déjà une demi-journée. Donc il vous reste plus qu'un jour et demi sur votre week-end. Et ouais, les week-ends en prépa, c'est pas trop ça. Transition parfaite avec le 4e point, le travail personnel. Donc on a les 32 heures de cours, on a les 3 heures de colle, on a les 4 heures de DS, on rajoute entre 10 et 20 heures de travail personnel par semaine, hebdomadaire, en plus des cours. Donc on voit que voilà, ça s'accumule. Et voilà, le travail personnel, comme je l'ai dit, c'est une composante fondamentale de la prépa. C'est pas forcément de la première année, mais de la prépa en général. Donc on va tourner au final autour des 50 heures, sachant que voilà, les cours, les colles, les DS, ça représente un minimum de 36 heures. Donc 36 heures qui sont occupées par ces activités académiques obligatoires. On rajoute le travail personnel, donc ça nous fait bonne semaine. Il y avait des moments où en prépa, on faisait les 36 heures en 3 jours. Donc ça peut paraître à sourire, ça peut paraître stressant, mais c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte de cette charge de travail, mais comme on est investi, comme on a de la volonté, comme on a vraiment envie que notre prépa se passe le mieux possible, cette charge de travail, elle nous paraît comme, pas comme un fardeau qu'on s'impose, comme une amie qu'on accueillerait. Un petit peu comme dans Harry Potter, où on accueille la mort comme un ami, sauf que la mort, ici, c'est la charge de travail en prépa. Comme je l'ai dit, donc cette charge de travail importante, elle vise à préparer les étudiants au concours des grandes écoles, qui sont extrêmement durs. Donc je ferai un épisode spécial de comment se préparer au concours, et comment les appréhender le mieux possible. Passons aux chiffres sur la première année de prépa. Donc voici quelques statistiques sur la première année de prépa en France, qui pourraient peut-être vous intéresser. Premier chiffre, 38 000. 38 000, c'est le nombre d'étudiants en classe préparatoire chaque année. Deuxième chiffre, en 2020, c'était près de 85 000, 84 900 étudiants inscrits en classe préparatoire, toute année confondue, donc première année comme deuxième année. Ça vous donne une idée du nombre d'étudiants en classe préparatoire au niveau national. Troisième chiffre, la répartition des étudiants en première année de prépa en filière en 2020. 61% étaient en classe scientifique, en filière scientifique, 24 en filière économique et commerciale, et 15 en filière littéraire. Ça vous donne une idée globale de quelles prépas sont les plus demandées. Quatrième chiffre, toujours en parlant de proportion, on va parler de la proportion de filles en prépa. Alors pourquoi je me suis posé cette question? Car moi, venant de prépa scientifique, on avait assez peu de filles, et c'est quand même un milieu dans lequel je me suis dit que c'est assez très typé masculin, où il y a très peu de filles, et donc je me suis intéressé à la quantité, à la répartition, au pourcentage de filles dans chacune des filières. Alors, sur tous les domaines confondus, on est à peu près 43%, donc moins de la moitié. En filière scientifique, ça représente 30%, en filière économique et commerciale 55%, et en filière littéraire 74%. Alors on passe de 1/3 de filles en filière scientifique à 3/4 en filière littéraire. C'est phénoménal. Rendez-vous compte quand même qu'il y a cette, on va dire, asymétrie. Alors, il doit y avoir sûrement des raisons sociales, psychologiques, sociétales,
qui poussent à cette répartition. Alors je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ce sont seulement des chiffres, libre à nous de les commenter ou de les discuter, mais c'est la situation actuelle des choses pour le moment. 5e chiffre, 16% des étudiants en prépa sont inscrits dans des établissements privés. Alors on a dit auparavant que 58 établissements sur les près de 400 représentaient des établissements privés, à savoir donc que les étudiants en classe privée représentent 16%. On fera ce qu'on veut de ce chiffre, mais c'est un chiffre relativement intéressant, je pense. Autre chiffre, le taux d'étudiants boursiers en prépa qui oscille entre 20 et 25%. Parce qu'on a tendance à se dire que les prépas regroupent seulement des fils d'eux, des filles d'eux. Je vous laisserai compléter ce que vous voulez mettre après fils ou fille d'eux, c'est pas mon problème. Mais voilà, d'enfants de catégorie socio-professionnelle de CSP+, c'est pas forcément le cas parce qu'entre 20 et 25%, ça représente entre donc un cinquième et un quart des étudiants d'une classe. Alors, on pourra dire c'est pas assez, on pourra dire c'est trop. Moi, j'aurais tendance à dire on juge le niveau. Donc si on a le niveau d'entrée en prépa, on prend le pari. Si on n'a pas le niveau, on n'entre pas. Ce sera plus un sujet dédié sur le capital social et sur la reproduction sociale qu'il faudra aborder un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire qu'il n'y a pas toujours des CSP+, en tout cas présents en prépa, même s'ils représentent une assez forte majorité, il y a toujours des exceptions. 7e chiffre, près de 1 étudiant sur 2, donc exactement 51% des étudiants en classe préparatoire ont des parents qui sont des cadres supérieurs ou qui exercent une profession libérale, contre 31% en université. Donc on voit bien que quand même les prépas, c'est pas engendre, mais accueillent des élèves de CSP+, donc comme l'a vu juste avant, c'était entre 20 et 25% pour des étudiants boursiers. Là, près d'un étudiant sur 2 ont des parents de catégorie supérieure, de catégorie sociale professionnelle bien plus supérieure à la moyenne. Et c'est quand même, on va dire, assez troublant, surtout quand on le met en comparaison avec ce qui se passe en université. Donc on a tendance toujours à confronter prépa et université avec normalement ces statistiques, car parfois on nomme la prépa comme la voie royale. Et je trouve ça quand même intéressant de se dire voilà que cette répartition diffère entre la prépa et l'université, qui est beaucoup plus d'étudiants, de la haute, je mets des guillemets sur ce que je dis, en prépa qu'en université. Donc il y a quand même une sorte de reproduction sociale qui est en train de se produire, de s'accomplir, mais on va dire que c'est pas anodin. Et autre chiffre qui vient confirmer cette tendance, ce phénomène, c'est que la part d'étudiants qui viennent ou qui ont des parents ouvriers ou employés, elle est de 15% contre 24% en université. Donc c'est presque 1,5 fois plus en université qu'en prépa. Donc toujours ce système de reproduction sociale qui vient s'accomplir, se perpétuer. Donc c'est un des piliers qui, on va dire, sur lesquels la prépa a de nombreux points à travailler, ou en tout cas un des points qu'on reproche le plus à la prépa. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que la prépa souffre d'une mauvaise réputation ? Alors, c'est vrai que les étudiants éprouvent souvent une peur significative de la première année de prépa, même quand on dit le mot prépa, les gens ont peur, il y a de la crainte, il y a de la frayeur, il y a de l'appréhension, il y a du doute, et c'est pas toujours vrai quand on interroge le prof de prépa. Étrangement, alors je trouve ça complètement fou, mais étrangement, les gens qui parlent de la prépa, que ce soit dans les médias, que ce soit sur internet, c'est des gens qui n'ont pas fait prépa. C'est des fois certains professeurs d'université, des politiciens, ou d'autres personnes mais qui n'ont pas fait prépa, qui ne savent pas ce que c'est que de vivre la prépa, qui n'ont pas vécu ce qu'est la prépa actuellement, ou peut-être qu'ils l'ont fait dans le passé, mais ça a sûrement changé par rapport à ce qu'ils ont connu. Et on a quand même, voilà, ce discours qui est tenu, et même dans les médias, on a toujours, voilà, ces discours qui sont répétés sur la voie de l'excellence, la reproduction sociale, ça peut être vu dans certains cas, mais de la pression psychologique, de la destruction des élèves, de la santé mentale des étudiants qui est en péril, et aussi certaines fois de suicide, ça arrive dans d'autres cursus. C'est pas forcément propre à la prépa, on dit. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Donc il y a plusieurs raisons. La première, c'est le rythme de travail qui est assez intense. C'est vrai que les cours ils sont assez chargés. Il y a un volume de travail qui est conséquent et qui augmente considérablement par rapport à ce qu'on a eu au lycée. Les étudiants, ils doivent s'adapter très rapidement à un emploi du temps qui est beaucoup plus serré, et ils doivent aussi s'adapter à des méthodes d'apprentissage qui sont beaucoup plus différentes à ce qu'ils ont connu auparavant. La deuxième raison, c'est le stress, l'anxiété, parce que voilà, le stress
lié aux devoirs, le stress lié aux examens, le stress lié au col, le stress lié à la deuxième année, à l'intégration, à l'école. Il est omniprésent, ce stress. Cette anxiété est omniprésente. Mais on va dire que c'est le cas aussi dans les universités. Pour avoir son master, pour avoir son diplôme, pour avoir ses partiels, il y a toujours une part de stress, il y a toujours une part d'anxiété, mais après, ça dépend de comment les personnes le gèrent. Mais c'est ce qu'on va dire, c'est ce qui dénote le plus. Mais voilà, ce n'est pas propre à la prépa, pas 100% des étudiants en prépa souffrent de dépression ou d'anxiété. Le risque zéro n'existe pas. Troisième raison, c'est l'isolement social. Parce que c'est vrai que l'intensité des études, elle peut réduire, ou elle peut conduire à réduire les interactions sociales, entraînant une sorte de sentiment d'isolement. On voit un peu moins ses amis, on voit un peu moins sa famille, on voit beaucoup plus les profs et les étudiants. On a toujours un peu le même train-train. Donc selon leur dire, selon le dire des médias et des gens qui en parlent, et selon eux, les étudiants ils passent que leur temps à étudier, ils voient plus personne, ils sont bloqués dans leur travail. C'est une fausse idée, mais on essaiera un petit peu de la déconstruire plus tard avec les questions des auditeurs. Quatrième raison qui amène à penser cela, c'est l'incertitude quant à l'avenir. C'est vrai qu'on a toujours cette peur, ou en tout cas, les étudiants au début ils ont cette peur de ne pas être admis dans une grande école, après 2 ans de travail qui sont plus souvent acharnés, et ça crée une sorte d'anxiété supplémentaire. Et il y a beaucoup d'étudiants qui se demandent s'ils ont fait vraiment le bon choix en intégrant une prépa. Est-ce qu'ils auraient pas fait mieux d'intégrer une université, une licence comme leurs amis pour pouvoir un peu plus, être un peu plus chill, parce que eux c'est juste des étudiants et des mecs chill. Et cinquième raison, qui montre, ou qui pourrait montrer que la prépa est, une atmosphère, un environnement, toxique pour les étudiants. Je mets des guillemets sur toxique, mais c'est le manque de soutien. C'est vrai que certains étudiants peuvent ne pas se sentir soutenus par leur entourage ou leurs enseignants face à cette pression, ce qui peut aggraver leur stress, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors laissez-moi quand même vous donner... laissez-moi vous dire pourquoi l'après-ma, selon moi, ça souffre de cette mauvaise réputation et comment... moi qui l'ai vécu de l'intérieur, comment je l'ai ressenti. Alors c'est vrai qu'il y a quand même ce stress, on va pas se mentir, mais comme je l'ai dit, il est présent partout ce stress, et il dépend de notre manière à nous de gérer le stress, de comment on gère la pression, de comment on gère les obstacles, de comment on fait face à eux et comment on essaie de les surmonter. C'est propre à chacun d'entre nous. Mais en prépa, je me suis fait des amis incroyables. On est tous dans la même galère en première année de prépa, donc on fait tous face aux mêmes obstacles, à la même difficulté. Donc en fait, on est juste des compagnons de galère. On est dans le même problème, on doit tous se dépatouiller, se démerder, à sortir de là tout seul. Enfin, pas tout seul, mais on va dire que l'union fait la force. C'est en faisant des groupes de travail, on n'a pas forcément cette idée de compétition, de concurrence entre les élèves, on a cette idée plus de comparaison que de compétition, dans une moindre mesure. Et même les profs sont toujours là avec nous, ils sont là à nous épauler, à nous aider, nous conseiller, nous donner des astuces, nous encourager, même quand ça va mal, et à nous féliciter quand ça va bien. Enfin, même si des fois, on vit un petit peu, on a des coups de mou, c'est la vie, c'est tout simplement la vie, c'est pas dû qu'à la prépa. C'est quelque chose avec lequel il faut composer tout du long, dans notre quotidien. Concernant l'isolement social et notre réduction d'interaction sociale avec nos amis, nos familles, ça dépend de notre quantité de travail. Si on travaille bien, qu'on arrive à se dépatouiller, s'organiser, prévoir du temps pour s'amuser, c'est possible. Ça dépend de comment on s'organise. Je connaissais des gens qui revenaient chez leur famille pour les week-ends, d'autres pour les vacances, d'autres qui sortaient au moins une fois par semaine parce que ça leur faisait du bien, d'autres qui faisaient du sport ensemble pour faire du lien social, d'autres qui travaillaient ensemble juste pour pas être tout seul. Donc il n'y a pas forcément cette idée de solitude. En prépa, comme je l'ai dit, on fait face à un objectif, on a tous des enjeux, et on est tous ensemble, on est les 30, 40, 50 élèves à faire face à cet enjeu, et voilà, on va dire qu'il y a des affinités qui naissent, et des amitiés aussi qui naissent, et c'est grâce à ce support, grâce à ces amitiés, qu'on peut surmonter ces obstacles. Que moi j'en garde vraiment un bon souvenir de la prépa, parce que voilà, c'est une époque où vraiment je me suis senti tellement intelligent, parce qu'on engrange tellement de connaissances, tellement de compétences, on est soutenu, on est poussé dans nos retranchements, on dépasse nos limites, on donne tout, littéralement tout,
Il y a cette idée de dépassement de soi. Donc moi je l'ai vu cette prépa comme une introspection tout au long sur ces années-là, sur une introspection de comment gérer le stress, comment être à l'aise à l'oral, comment mieux communiquer, comment interagir socialement. Au lycée c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours interagir socialement dépendant de notre personnalité. En prépa j'arrivais plus à m'ouvrir aux autres, parler aux gens, m'exprimer correctement, et on va dire qu'on est plus ou moins avec des gens qui ont les mêmes attraits, les mêmes affinités, les mêmes appétences que nous. Donc les liens sont beaucoup plus forts. J'ai encore beaucoup de contacts en amis de prépa, et on reparle tous de la prépa comme un bon souvenir. On a tous des moments, des fous rires, des joies, des bonnes notes, ou des moments d'amusement qu'on a tous connus en prépa, et on adore, vraiment à chaque fois qu'on se voit, on adore en reparler, et on va dire ressasser, on voit plus la prépa de manière nostalgique que de manière mélancolique. C'était le bon vieux temps, c'était la bonne époque. Bref, tout ça pour dire que la prépa qui est décrite dans les médias, dans les journaux, dans les discours des politiciens, ou même de tous ceux qui ne vivent pas la prépa, c'est pas forcément la réalité, et elle diffère grandement de la prépa qui est vécue et ressentie par les étudiants actuels. Personnellement, je considère que la prépa a été une expérience enrichissante du point de vue personnel, émotionnel, et ça m'a permis un peu mieux de connaître mes limites, de connaître ma capacité de travail, et de connaître, mettre à défi mon mental. Concernant les abandons, parce qu'on parle souvent aussi d'abandon en prépa, je ne sais pas pourquoi seulement en prépa, on n'en parle pas en université, on n'en parle pas en licence pro, on n'en parle qu'en prépa, à savoir pourquoi. On n'a pas de statistiques officielles sur les abandons en première année, mais on a certains retours, quelques chiffres, des témoignages, notamment le témoignage d'une ancienne élève d'une classe préparatoire scientifique prestigieuse à Paris qui témoigne d'une dizaine d'abandons sur une 50aine d'élèves durant la première année, soit environ 20% d'abandon. Après, l'abandon, c'est pas forcément une période critique. Les abandons, ils semblent plus fréquents au cours du premier semestre de la première année ou en début d'année, et c'est une période où les étudiants peuvent encore se réorienter plus facilement vers d'autres filières. Anecdote personnelle, il y avait une élève qui, en fin de premier semestre d'année de prépa, a décidé de quitter la prépa, et elle a pu très facilement se réorienter vers la faculté, vers l'université pour faire une licence scientifique. Donc, à savoir que on a encore le moyen de se retourner et de trouver d'autres moyens de s'épanouir ailleurs. Passons à la partie qui va le plus vous intéresser, ce sont mes conseils pour au mieux appréhender la prépa et la vivre au quotidien de façon, on va dire, plus ou moins sereine. La première, c'est essayer de trouver un équilibre entre vie sociale et vie scolaire. Il faut savoir trouver du temps pour soi, trouver un équilibre qui permette de faire concilier vie sociale, vie privée et vie universitaire, vie de prépa. C'est pas toujours facile, c'est une sorte de gymnastique, un rythme à trouver, mais quand on le trouve, c'est essentiel pour libérer la pression, libérer le stress, et surtout casser cette routine qui va vous empêcher de tourner, de broyer du noir et tourner en rond dans votre chambre en ressassant tout le temps les mêmes pensées. Deuxième conseil, c'est essayer de former des groupes de galère. Alors comme je l'ai dit et je le répète, la prépa c'est une galère, on est tous dans le même bourbier, on doit tous s'entraider. Le chacun pour soi, c'est une idée reçue, c'est une idée totalement fausse qu'il faut se sortir de la tête. Tout le monde est dans le même bourbier, tout le monde est dans le même bazar, tout le monde est dans la même galère. Donc il faut pas hésiter à s'entraider, à former des groupes pour s'échanger les exercices, s'échanger les énoncés de colle et trouver des moyens, des techniques d'apprentissage, des moyens mémotechniques. Personnellement, moi j'avais toujours des groupes d'élèves avec qui on s'entendait très bien, on échangeait toutes nos méthodes de travail, nos fiches, on s'apprenait mutuellement nos cours, et vraiment ça fonctionnait parce que ça fait fonctionner cette sorte de synergie entre élèves. Le chacun pour soi, on n'a pas forcément le recul sur ses capacités, sur ses faiblesses, sur ses forces, mais c'est qu'avec l'interaction avec les autres qu'on se rend compte de où sont nos points faibles, où sont nos points forts, et lesquels et comment on peut les améliorer. Et surtout, on apprend beaucoup plus au contact des autres élèves que ce qu'on pense. Troisième conseil, essayez de prendre les DS et l'école comme des entraînements et rien que comme des entraînements. Alors, je l'ai pas abordé ici, mais je l'aborde tout de suite. En prépa, comme le niveau d'exigence est assez dur, ça je l'ai bien notifié, je vous l'ai bien dit, le niveau académique, le niveau requis, il est assez haut, et il faut s'y préparer
réellement, mentalement, physiquement, à ce niveau-là. Et les notes s'en ressentent tout de suite. Dès que vous arrivez en prépa, les 17, les 18, mis à part si vous êtes le crack du siècle, le CR7 d'école de maths, le CR7 de la géopolitique, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'avoir des 17 et 18 toute son année de prépa. On va commencer avec des 12, on peut commencer avec des 10, on peut commencer avec des 8, on peut commencer avec des 3. Le plus important, c'est d'acquérir des compétences. D'améliorer sa composition, d'améliorer ses connaissances, d'améliorer sa restitution, et surtout de prendre en expérience tout au long de son année de prépa. Et donc c'est pour ça que je vous dis que prendre les DS, prendre les notes de DS, prendre les notes de colle comme des entraînements, c'est important, parce que les notes, au début on se dit, voilà, ça reflète mon niveau, non, ça reflète le niveau qu'à un instant T, et donc il faut essayer de se dire que ces évaluations, écrites comme orales, vous servent à vous améliorer. C'est une sorte de processus d'amélioration constante. Ainsi, et je vous le répète, ne prenez pas en compte les notes. Les notes sont seulement un reflet de votre niveau à un instant T. Seulement à l'instant où vous avez passé le contrôle, passé l'examen. Donc essayez de capitaliser sur ces DS. Pas de prendre seulement la note et de se dire voilà, j'ai eu 18. Non, de savoir où vous avez fait l'erreur, comment l'améliorer et comment ne plus refaire cette erreur. 4e conseil, n'oubliez pas que vos profs sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider, pour vous féliciter, pour vous donner des conseils. Mes profs, quand j'étais en prépa, c'était vraiment sur les personnes sur qui je pouvais compter, qui me connaissaient vraiment, qui savaient comment j'étudiais, qui savaient comment je composais, qui savaient où étaient mes forces, où étaient mes faiblesses, quels étaient les points à améliorer. Et même quand ça allait pas du point de vue personnel, et ça se ressentait forcément dans l'attention aux cours, lors des examens, il y a cet aspect un peu aussi parasocial, social, qu'on néglige en prépa, ou qu'on n'observe pas, ou qu'on veut pas dire, ou qu'on peut-être cherche à cacher, à occulter, mais il est quand même présent. Les profs sont vraiment vos supports, vos soutiens, c'est vos tatas, vos tontons de la première année. Ils sont là pour vous rendre à l'aise, vous mettre à l'aise. Ça n'aurait aucun sens, que vos profs vous détruisent juste pour le plaisir de vous détruire. Sinon, il n'y aurait plus personne en prépa, et les prépas n'auraient pas la renommée qu'elles ont. C'est que les profs sont quand même des profs d'excellent niveau, avec une pédagogie pour certains de renommée nationale, mais ils ont aussi cette casquette sociale, psychologique et relationnelle, qu'il ne faut pas négliger, et il faut surtout compter là-dessus pour surmonter les obstacles qui vont s'adresser forcément tout au long de ces semaines. Avant-dernier conseil, n'essayez pas de voir, ou même ne voyez pas, je vous le dis carrément, à l'impératif, ne voyez pas ces 2 ans de prépa comme 2 ans de perdu. Voyez-les sur 2 ans sur lesquels vous investissez. Alors, qui dit investissement, dit retour sur investissement, dit rendement, mais ça arrive pas toujours au bout de quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Ça arrive un peu plus tard. Quand vous aurez le recul nécessaire, vous vous rendrez compte à quel point la prépa a été bénéfique pour vous. J'en suis sûr que si on fait un sondage parmi tous les étudiants ingénieurs qui ont fait une prépa, un bon nombre ont un très bon souvenir de la prépa. Sinon, ils n'auraient pas continué. Sinon, ils n'auraient pas tout simplement pas fait les concours. Et donc, ces 2 ans-là, c'est 2 ans sur lesquels, on va dire, on met entre guillemets notre vie entre parenthèses. Je le dis comme ça. Mais c'est 2 ans qui vont être bénéfiques et qui vont vous permettre de vous construire intellectuellement et de vous construire psychologiquement. Dernier conseil, alors voici les erreurs à éviter, un petit mini-mélo des erreurs à éviter. Évitez de surtravailler, alors faites pas comme moi, ne travaillez pas de 6h à minuit tous les jours pendant 2 ans, ça va entraîner que du surmenage, du burn-out, de la tension, être sur le fil constamment, mais sur le fil psychologique, et le moindre événement, ça enclenche une détente, et ça engendre le pétage de câble du siècle de la semaine. Donc, faites pas comme ça, parce que la prépa, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, le but du marathon, c'est qui tient sur la plus longue durée, à une allure constante, qui montre le plus de capacité, cette capacité à entretenir un rythme constant sur la longue durée. Alors, deuxième erreur à éviter, ne vous focalisez pas sur une unique matière. En prépa, même s'il y a des coefficients différents, il faut éviter de se focaliser sur
la même matière ou sur la matière principale. Parce que ce qu'on cherche en école, essentiellement aussi en deuxième année de prépa, c'est des têtes bien faites, qui ont une connaissance, on va dire, globale, générale sur divers sujets, et qui savent manier divers outils. Quelqu'un qui ne fait que des maths, quelqu'un qui est un crack en maths, autant qu'il aille en licence de maths. S'il vaut pas un clou, il vaut nada, il vaut walou en physique ou en chimie ou en une autre matière, pas la peine qu'il fasse prépa parce que au concours, il va se manger un uppercut de l'espace. Qu'on se le dise bien, il va se manger la tollée du siècle. Essayez voilà, de diversifier votre portefeuille de connaissances et de vous intéresser à tout. Troisième et dernière erreur à éviter, y aller au talent et s'inquiéter des notes. Alors, y aller au talent, je vais pas vous faire un schéma. Y aller au talent, c'est ok, j'accepte mon destin, mais après je peux pas critiquer le fait que j'ai pas révisé. Évitez d'aller au talent, essayez de vous préparer au mieux possible parce que voilà, comme je l'ai dit, les 2 années de prépa, tout dans le nom de prépa, on prépare quelque chose. C'est des années de préparation. On va dire que c'est des années, pour le donner dans le jargon automobile, des années de préchauffage. On se préchauffe, on a une sorte de diesel, on se préchauffe en attendant les concours. Donc c'est de l'échauffement, c'est de l'entraînement essentiellement. Et tout ce qui est sur l'anxiété des notes, ça j'en ai déjà parlé, mais voilà, ces notes sont seulement à un instant T le reflet de votre capacité. Mais elles ne prennent pas en compte l'amélioration qui va s'enclencher, s'engendrer au cours de l'année. Donc ça, c'était mes petits conseils pour un peu mieux vivre la prépa et être un peu mieux au courant de comment l'aborder, comment la vivre au quotidien. J'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir un petit peu vous aiguiller, vous guider à travers cette étape, on va dire, obscure, pleine de questions, pleine de mystères. Maintenant, je vous propose de passer aux questions des auditeurs. Alors j'ai demandé sur Instagram quels étaient les préjugés, les idées reçues qu'ils avaient sur la prépa. Certains m'ont répondu et on va tenter ensemble de démystifier, de déconstruire un peu tout ça ensemble. Pour Manon, une idée reçue c'est qu'on n'a plus de vie à côté quand on est prépa et qu'on a des mauvaises notes à gogo. Alors j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus, c'est entre les deux. Alors on n'a plus de vie, pas forcément parce qu'on a quand même une vie au sein de la prépa, il y a quand même un microcosme qui s'installe dans la classe de prépa, on a des amis, on a des gens qu'on n'aime pas forcément. On va dire que la classe de prépa, c'est une mini-société. Donc avec des gens bons, des gens moins bons, des gens avec certains talents, des gens avec d'autres talents. C'est une sorte de microcosme, on vit une autre vie en parallèle. C'est pas tout à fait qu'on n'a plus de vie à côté, alors j'entends ce que tu veux dire dans le sens où on voit un peu moins nos amis, et on va dire voilà, ça fait partie d'un sacrifice qui est compris dans cet investissement, mais on développe d'autres choses, d'autres relations, et on développe aussi notre propre mental. Alors donc on mène plus une vie en parallèle par rapport à la vie qu'on menait au lycée. C'est on va dire... Alors les mauvaises notes, c'est vrai qu'on a au début quelques mauvaises notes, mais on va dire que voilà, ça nous habitue à la dureté des concours, c'est un mal nécessaire, et comme je l'ai dit, il faut se blinder psychologiquement, mentalement, pour pas les prendre en compte, et surtout pour y voir que du positif et en sortir, en tirer des leçons plus tard. Pour Erwan, il y a beaucoup trop de travail et d'ambiance de compète. Alors, trop de travail, je le comprends dans le sens négatif, que quelque chose qui est trop de quelque chose, j'ai envie de dire que la quantité fait le poison. Alors justement, c'est un des pièges à éviter en prépa, c'est surtravailler. Donc beaucoup tombent dans ce piège-là, et forcément, quand ils voient que ça paye pas, ils sont détruits mentalement, et ils n'arrivent pas à comprendre que le sacrifice qu'ils ont fait a été perdu, donc, et surtout ils ont mis leur mental en jeu et leur santé en jeu. Et l'ambiance de compète, alors cette ambiance de compète, je reviens sur ce que j'ai dit auparavant, mais elle est à moitié vraie. Elle est à moitié vraie parce qu'on a une ambiance de comparaison. On a une ambiance de comparaison entre les élèves. C'est pas une ambiance de compète, mais plus de comparaison. La compète, elle va naître plus en deuxième année de prépa, mais pas forcément entre les élèves, essentiellement entre les autres classes préparatoires au niveau national. En deuxième année de prépa, c'est carrément la classe VS toutes les autres classes de PC étoile de France. Après, peut-être que dans les prépas parisiennes, c'est une autre chose. Moi, j'ai fait une prépa en province, à Nice. Alors, je connais pas essentiellement, mais c'est vrai qu'on en parle. Ça a défrayé la chronique, on va dire chaque année, ça défraie la chronique chaque année sur ce sentiment de compète, ce sentiment de classement.
Le fait d'être classé, pour certains, c'est insurmontable, c'est invivable. Mais en tout cas, en province, on tente en tout cas d'être bienveillant avec les élèves et de les accompagner au mieux dans ce parcours académique. Gaël me demande, est-ce qu'on perd une année si on abandonne en cours de route et est-ce qu'on peut aller à la fac en cours d'année? Je vais quand même clarifier la situation. Alors, on peut abandonner en cours d'année, c'est possible. Est-ce qu'on perd une année? Pas forcément. Si on s'oriente vers un domaine qui est plus ou moins similaire à ce qu'on a connu en prépa, on va à une passerelle, donc on va arriver directement au niveau de l'après-2. Pour prendre un exemple, si on abandonne le premier semestre de la première année en maths, en prépa scientifique, et qu'on veut se retourner vers une licence en maths, on pourra directement arriver au deuxième semestre de la licence de maths. On aura validé, alors ça reste à la discrétion des professeurs, qui au moment du conseil de classe décideront si oui ou non la personne a le niveau pour intégrer directement ce cursus-là, ce nouveau cursus, cette réorientation. Mais si le cursus est totalement différent, il vaut mieux privilégier de refaire une année de licence, de recommencer depuis le début. Est-ce qu'on perd une année? J'ai envie de dire, ça dépend de la réorientation de chacun. Et est-ce qu'on peut aller à la fac en cours d'année? C'est tout à fait possible. On peut même faire totalement autre chose. Il y a des gens qui sont allés à la fac, d'autres personnes qui ont fait du soin pour animaux. Il n'y a pas forcément de limite. On peut s'orienter où on souhaite tant qu'on a les moyens de l'accomplir. Je remercie les auditeurs pour ces questions et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus pour les prochains épisodes. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on aura appris? On aura appris que la prépa, c'est un cursus qui date de Mathusalem, qui a une grande histoire, que la description qu'on a de la prépa, même si elle est légèrement biaisée parce qu'on connaît dans les médias et ce que nous donnent les gens qui n'ont pas fait prépa, et on va dire un peu alarmiste, c'est pas souvent le cas. On a essayé de décrypter au mieux le quotidien et de comment aborder l'arrivée dans ce nouveau monde avec des chiffres, le planning et l'agenda d'un étudiant en prépa. Ensuite, on a essayé de comprendre les raisons de pourquoi la prépa souffre d'une mauvaise réputation, pourquoi elle est autant décriée, et aussi de déconstruire ces raisons et d'apporter mes éléments personnels qui vous feront voir la prépa sous un nouveau regard, sous un nouveau jour. J'espère que mes conseils et les questions des auditeurs vous aideront à un peu mieux comprendre et mieux aborder cette première année de prépa et à surtout démystifier certaines idées reçues qu'on peut avoir. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu, que vous avez appris énormément de choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain. Nous, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Rocha pour After School. A plus!